Alors, à moi de reprendre la parole. Donc, après avoir vu ces présentations de contextes locaux, d'appropriation locale de ces enjeux de carbone à l'échelle d'un site pour Jérôme et à l'échelle d'un réseau de sites en ce qui concerne Thibaut, je vais maintenant passer à ce qui se fait au niveau, qu'on essaye de faire au niveau national à la Fédération des conservatoires d'espaces naturels, puisque effectivement le constat de la prise en compte de cette thématique carbone dans la restauration et dans la conservation des tourbières, ça fait quelques années qu'on s'y intéresse, alors timidement au début. Je vais y revenir dès que je verrai l'écran avec ma diapo bien passée. Qu'est-ce qui se passe? Ta diapo est à l'écran, il n'y a pas de... Ouais, la première slide. Ouais, mais ça ne change pas. Puis ici. Je vais essayer de départager. Ah, désolé, ça a fonctionné. On va y arriver. Alors. Je l'ai à l'écran, la diapositive arrive. Merci de votre patience, désolé. Donc, on a commencé. On a commencé timidement à s'intéresser à cette question, on va dire autour de 2015, et on a travaillé plutôt au départ sur des documents, on va dire, de communication, de vulgarisation, qui étaient aussi dans cette démarche d'argumentaire pour la protection et la restauration des sites. Donc, en 2015, on a sorti un écho des tourbières qui était dédié à ces questions de changement climatique, alors à la fois la contribution des tourbières sur le climat et aussi les effets du changement climatique sur le fonctionnement des tourbières. C'est un volet qu'on n'aborde pas trop aujourd'hui, mais qui est également important. L'année suivante, on a publié un document sur les services écosystémiques des tourbières de France, donc qui ne parlait pas uniquement de carbone, mais c'est une thématique qui a pris une bonne part dans ce document. On a également, à l'occasion d'une journée mondiale des zones humides en 2019, produit une infographie qui a bien fonctionné, qui a été beaucoup téléchargée, et qui là fournissait vraiment, on essayait de répondre à une demande, par exemple celle que formulait Thibaut, de donner des comparaisons sur ces volumes de carbone, ces flux, et ce que ça représentait par rapport à des transports ou de petites villes, des choses comme ça. On essaie de synthétiser sur un recto verso quelques éléments de connaissance pour faciliter le travail des personnes de terrain qui voulaient utiliser cette thématique carbone et qui n'avaient pas forcément le temps de faire de la bibliographie, par exemple. Voilà, on a aussi contribué plus récemment insisté sur cette question du carbone dans deux documents relativement importants. Alors le premier, c'était l'évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques. Et là, c'était une contribution de Daniel Gilbert, qui est professeur à l'Université de Franche-Comté et également président du conseil scientifique du pôle Tourbière, qui assiste à ce webinaire. Et qui a apporté de la bibliographie et des données aux rédacteurs de ce rapport, donc on a contribué à ça. On arrivait, je crois, alors à la louche, un hectare de tourbière dans ce rapport, du point de vue du carbone, valait à peu près 120 000 €. Voilà, c'est des chiffres
qui valent ce qui valent, mais en tous les cas, par rapport aux autres types d'écosystèmes et de cette ressource en carbone, c'est le milieu qui a la plus grande valeur, on va dire. Et puis, il y a eu un rapport, vous connaissez certainement l'existence, qui s'appelle Terre d'eau, Terre d'avenir, qui a été rédigé par Jean Billon et Frédéric Tufnel en 2020, pour lequel le pôle a été sollicité, et dans lequel on a réaffirmé la nécessité de restaurer les tourbières dégradées pour contribuer à l'atteinte des objectifs climatiques en termes de neutralité carbone de la France. Et puis, ça, c'est un travail en cours, mais on a également réaffirmé cet enjeu et on a insisté dessus dans une contribution au 4e plan national d'action pour les zones humides qui sortira prochainement. Voilà pour les, on va dire, nos contributions. Et puis, il y a eu ensuite deux stages importants sur cette thématique. Alors, un en 2014, quand on commençait à s'intéresser à ce sujet, Hugues Boiteux, qui était étudiant à l'école polytechnique à Orléans, nous a fait une estimation. Donc, en gros, c'est un peu ce qu'a fait Thibaut Ingret, que j'ai présenté tout à l'heure, mais sans aller sur le terrain, d'évaluer les stocks de carbone des tourbières de Franche-Comté. Donc, il a utilisé pour ça, lui, des données et une méthode des données bibliographiques, l'inventaire des tourbières de Franche-Comté. Il a été rechercher les données sur les profondeurs. Et puis, il nous a fait un calcul à cette époque-là du stock de carbone des tourbières de Franche-Comté. Voilà, c'était une première approche. Et voyant que la thématique prenait de l'ampleur, et puis arrivant à peu près au même questionnement que les locaux, que Thibaut Ingret par exemple sur son réseau de sites, on s'est dit, mais à l'échelle de la France, qu'est-ce qu'on a comme données là, qui nous permettrait d'évaluer globalement le stock de carbone et les quantités de CO2 qui sont émises par les tourbières sur notre territoire. Et on a pour ça, alors c'est aussi à l'initiative de Daniel Gilbert de l'Université de Franche-Comté qui a proposé ce sujet, et le stagiaire Malo Pillois, qui est venu en 2019 et qui a travaillé sur ce sujet de l'état des lieux, des données disponibles pour évaluer ces stocks de carbone. Et je voulais insister un peu sur ce travail et mettre en évidence finalement les pistes d'amélioration et vous faire part de l'état de l'art et de où on en est sur ces questions. Alors, on l'a vu plusieurs fois, je vais passer rapidement. Pour calculer le stock de carbone, il nous faut des surfaces, des épaisseurs et des données sur les caractéristiques de la tourbe. Alors, les surfaces, eh bien, on parle simplement de l'inventaire des tourbières de France, hein, finalement. Et notre stagiaire a fait un gros travail pour aller récupérer toutes les données, les inventaires qui existaient, et essayer d'agglomérer ça pour avoir une image la plus fidèle possible des surfaces de tourbières en France. Donc, vous avez ici la carte des inventaires qu'il estimait alors être complets, avec les dates. On sait, par exemple, pour la Franche-Comté en 2015, depuis, on a un peu avancé. Quand on cherche régulièrement, on finit par retrouver des sites tourbeux, souvent petits et boisés, qui avaient échappé aux premiers inventaires. Mais bon, c'est voilà, des régions où on considère que les inventaires sont relativement complets. Il y a d'autres régions où les inventaires sont partiels, mais par contre présentent des données assez complètes. Alors quand je dis des données complètes, c'est notamment sur les épaisseurs de tourbe. C'est une donnée qui est relativement rare, on va le voir après. Ça a été fait par exemple dans les Pays de la Loire. Et puis, il y a beaucoup de régions où les inventaires sont encore relativement partiels, anciens, et d'autres où on a assez peu de données. Et cette carte, elle est aussi le reflet, je pense, d'une remontée de données qui n'a pas forcément pu avoir lieu dans le cadre des 6 mois de ce stage de master. En tous les cas, on peut que constater qu'il y a des lacunes. Et puis, quand on creuse un peu aussi, que les inventaires sont relativement hétérogènes, certains basés sur la végétation de surface, d'autres sur la pédologie, parfois les deux. Mais en tout état de cause, on n'a pas une méthodologie nationale claire et précise pour délimiter et dire ici, on a une tourbière.
Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça, et la définition entre spécialistes, elle est encore parfois sujette à débat. Et puis, la centralisation de ces données, elle est relativement incomplète, même s'il y a des dispositifs aujourd'hui, comme le réseau partenarial des données sur les zones humides, qui est géré par le Forum des marais atlantiques, qui tente de pallier à cette absence de centralisation. Et la méthodologie, voilà, j'en ai déjà parlé. Donc en gros, c'était un peu le constat qu'on a pu faire avec le stage. On le savait, mais ça illustre cette problématique. Alors pour estimer la surface totale, notre stagiaire a travaillé à partir finalement de 3 sources. Un inventaire qu'on appelle du SOES, c'est l'ancienne IFEN, c'est le service de la statistique du ministère. Ça, c'est un travail que le pôle Tourbière avait fait en 2012. De regrouper de la même façon les inventaires en France, essayer de faire une couche SIG des tourbières de France. Il a récupéré d'autres inventaires ponctuels, et puis c'est aussi beaucoup basé sur un document plus ancien qui est l'Atlas des tourbières, qui avait été fait par l'ex-BRGM dans les années 40, et qui est un document finalement qui manque pas d'intérêt, puisque eh bien, c'est a priori le seul document où on a une cartographie quasiment exhaustive des tourbières de France, pas totalement, mais où les épaisseurs ont été mesurées systématiquement, parce que l'objectif de cet inventaire, c'était l'exploitation des tourbières. Donc l'idée, c'était d'évaluer justement la ressource, les gisements de tourbe, et de voir où c'était plus intéressant d'aller exploiter. Donc l'inventaire, finalement, compte tenu de son objectif, il a assez peu pris en compte les petits sites ou les sites difficiles d'accès, les tourbières de moyenne montagne. C'est les gros gisements qui étaient intéressants. Donc on a utilisé aussi cette source de données très précieuse pour l'évaluation des stocks de carbone des tourbières de France. Malo a fait un travail de fourmi en numérisant, en géoréférençant l'ensemble des planches de l'Atlas, en redétourant tous les polygones pour en faire une couche SIG à laquelle il a associé les données d'épaisseur et parfois de qualité de la tourbe, puisque à cette époque, ils avaient également mesuré ça pour avoir de la tourbe. C'était pour du combustible, ils recherchaient certaines caractéristiques. Et puis, l'ensemble de ce travail est désormais disponible puisqu'on l'a déposé sur une base de données régionale de l'Université de Franche-Comté. Vous avez le lien ici. Et du coup, l'ensemble de ces données possède maintenant un DOLI. Je vais essayer d'aller un peu plus rapidement parce que je déborde. Alors finalement, je l'ai dit, il y a des lacunes, on n'a pas un inventaire complet, on n'a pas des données sur les profondeurs partout. Mais finalement, en croisant l'ensemble de ces données, on s'est quand même risqué à faire une estimation et à donner finalement une image de ces stocks de carbone, et c'est ce que je vous présente là. Et là, on aperçoit en fait cet outil d'aide à la décision dont parlait Thibaut à l'échelle du massif vosgien, et qu'on envisage, nous, à l'échelle du territoire français, métropolitain. On a une première image là de où sont les gros stocks. Et finalement, ce qui nous manque, eh bien, c'est ces questions de flux pour savoir également quels sont les sites les plus émetteurs et la réflexion qu'on peut avoir à l'échelle d'un réseau de tourbières locales, d'un massif, d'un bassin. On pourrait aussi l'avoir à l'échelle de notre pays pour se dire, eh bien, ici, on a une tourbière extrêmement émettrice, il y a un très gros stock, donc ça va énormément contribuer à ces changements climatiques. Et là, on aperçoit, alors, ça contredit peut-être un peu ce que nous disait Sébastien tout à l'heure, mais les gros stocks, finalement, ils ne sont pas totalement dans les tourbières à Sphène, hein, ils sont dans les grands marais de plaine, où on a des épaisseurs très importantes, voilà, comme le marais de Chautagne que nous présentait Jérôme juste avant. Et puis, parce que la tourbe aussi, elle possède une densité beaucoup plus importante que les tourbières, que les tourbes à Sphène, donc on se retrouve avec des quantités de carbone assez énormes dans ces... Là, notamment, on le voit sur la Manche, hein, d'ailleurs les marais du Cotentin et du Bessin et d'autres gros sites emblématiques du genre. Et les marais de Lavaur et de Chautagne apparaissent également sur cette carte comme étant des gros réservoirs de carbone. Et puis la question qui se pose aussi quand on parle de ces stocks,
c'est justement on va dire, les gisements de tourbe fossiles qui en surface n'apparaissent plus comme des tourbières. Et on peut se poser la question de l'évolution de ces stocks et justement de l'intérêt d'aller les rechercher dans des inventaires, là qui demandent un travail un peu plus conséquent. Mais si ces gros stocks de tourbes qui n'ont plus de végétation caractéristique de tourbières en surface continuent d'émettre, on a quand même tout intérêt à s'y intéresser. Alors, une fois qu'on a fait ça et qu'on utilise cet argument, Jérôme concluait là-dessus, voilà, il y a une question financière là derrière. Alors, la diapo va arriver. Et donc, c'est une démarche qui est en cours là, à la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. Le ministère a mis en place des dispositifs de label bas carbone qui permettent donc de développer des méthodologies qui permettent la certification de crédit carbone en utilisant donc des écosystèmes. C'est le principe des solutions fondées sur la nature. Et donc, comme Jérôme faisait le calcul, on a des quantités de CO2, des émissions de CO2 qui peuvent être évitées grâce aux travaux de restauration fonctionnelle. Et grâce à ce label bas carbone, en fait, ces gains d'émissions pourraient être vendus sur des marchés carbone, alors qui sont différents des grands systèmes de quotas à l'échelle mondiale. Là, il s'agit de marchés carbone locaux. C'est des marchés carbone qui ne peuvent pas non plus répondre aux exigences réglementaires auxquelles sont soumises les entreprises, par exemple. Donc, s'il y a une réglementation qui oblige une entreprise à compenser ses émissions, elle doit le faire dans le cadre d'autres systèmes, d'autres marchés carbone. Mais là, ce serait donc un plus finalement, un effort que l'entreprise ferait en plus en achetant ses crédits carbone. Et qui permettrait du coup de financer les travaux de restauration. Ce seraient des flux financiers qui existeraient entre les entreprises qui ont besoin d'acheter des crédits carbone et les gestionnaires qui ont besoin de financement aussi pour réaliser leurs travaux. On l'a vu, ça peut coûter relativement cher. Donc, on s'est lancé dans cette démarche à la Fédération avec d'autres têtes de réseau. On en est encore au début, mais il y a quand même des contacts qui sont liés avec le ministère et on est identifié sur ces questions-là pour la création des méthodologies. Et je voulais aussi finir là-dessus parce que ces méthodologies, finalement, dans le label bas carbone, on peut intégrer la question des co-bénéfices, c'est-à-dire en termes de biodiversité, de ressources en eau, que ce soit qualitatif ou quantitatif. Et c'est quelque chose qui nous semble important et qu'il faut réaffirmer s'agissant des tourbières, je pense, parce que quand on fait de la restauration fonctionnelle dans cet objectif carbone, on remonte des niveaux de nappe, on redonne une fonctionnalité peut-être pas originelle, mais proche de l'origine à la tourbière, ce qui est finalement compatible avec le maintien des espèces et des habitats de tourbières, et qui restaure également du coup d'autres services écosystémiques, notamment l'épuration de l'eau. Voilà, donc il ne faut pas, c'est des remarques que j'ai déjà eues en faisant des présentations sur ces questions de carbone, il ne faut pas croire que les deux enjeux sont antinomiques et que parce qu'on s'intéresse au carbone, on en oublie d'autres composantes comme la biodiversité. Et tout ça finalement semble être conciliable et également souhaitable. Voilà, donc on a des pistes de travail pour la suite. Hein. On a besoin d'améliorer les connaissances sur les surfaces et les épaisseurs. Nos actions nationales, on peut aussi se demander quelles sont les attentes des besoins, quelles sont les attentes et les besoins des gestionnaires. J'ai eu l'occasion d'en discuter après ma présentation, enfin plutôt après celle de l'ISPINO qui arrive juste après. Et voilà, si vous avez des suggestions, le pôle peut tenter d'y répondre. Je vous remercie pour votre attention et je suis désolé d'avoir encore débordé une fois de plus. Question. Passer à la présentation suivante de l'ISPINO qui, elle vous le dira, mais ce qu'elle va nous présenter découle aussi du travail de stage de Malo que je vous ai présenté, des pistes de travail
on a réussi à poursuivre dans le cadre d'une thèse à ce stade.